Rumor had it a ghost, had the spot haunted up. Remember one late night in the spot, posted up, heard a strange noise. Didn't think much of it, just lit the J up. Figured a nigga was bugging. Heard a muffled voice, like a child crying. May the Lord strike me dead now. If I'm lying, I'm flying. The cries got louder and closer. Scared as fuck, gripping up on a toaster. And then it got quiet, there was dead silence. Next day, hit my man up for details of the incident. No coincidence, the truth. A year ago, crackhead tripping through a baby off of the roof. Since crack hotels in Midtown, me and my niggas, we been down. New York won when I buck my gun. I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown, me and my niggas, we been down. New York won when I buck my gun. I'm losing this, son. Move, bro. Move, bro. Plus de roses, plus de diamants, nos regards complices, amants. Les dîners en tête à tête, où pour toi je me casse la tête. Plus de je t'aime, plus de dessert. Out, les hôtels vent la mer. Les je vais décrocher la lune, l'utopie de la vie commune. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Les évolés dans des criques à faire le pont romantique. Plus de sous-marins dans ton bain, penser pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heures de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main à tenir, efface les souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence plus violent d'amour symphonique, c'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu.
Eh bien le bonsoir messieurs, dames, bien le bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 12 janvier 2026, ça y est, on attaque une nouvelle semaine après une semaine magnifique la semaine dernière où on s'est vu tous les soirs. Et ben là on continue de plus belle, on est là pour se régaler, pour décrypter l'actualité, toutes les dingueries, toutes les folies qui se passent derrière nous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui nous promet d'être riche en bêtises, en sujets en tout genre. Aujourd'hui je vais vous parler par exemple de ma nouvelle passion. Je pense que vous n'êtes pas prêts. On va parler d'une discipline sportive qui a le vent en poupe aujourd'hui et j'avais envie de vous proposer quelques petites réflexions. Vous allez voir, on va s'amuser pour taper au centre de la cible, si j'ose dire. T'as capté la ref si t'as un peu réfléchi sur ce coup. Aujourd'hui, on va également parler, on a plein de petites choses. Qu'est-ce que je vous ai mis dans le script ? On aura Raphaël Glucksmann, papy espion. Raphaël Glucksmann est-il le petit-fils du James Bond soviétique ? Vous allez voir, c'est une vraie histoire. Ça va être révélé bientôt, mais il y a eu quelques fuites dans la presse française. On a également Apolline de Malherbe qui nous parle de l'Union européenne. Ce sera le moment rigolade ce soir. Et puis, on fera un peu d'histoire, sur la doctrine Monroe. Je vous en parle depuis la semaine dernière. On va creuser ça, évidemment. Aujourd'hui, les copains, les amis, j'espère que le week-end a été bon pour vous, que vous êtes bien amusés, que vous avez bien profité. Comme d'habitude, vous connaissez la tradition. Dites-moi dans le chat ce que vous avez fait de sympa. Voilà, dites-moi un truc qui vous a fait du bien ce week-end. Moi, je vous dirais aussi, hormis la défaite du Stade Toulousain, ça m'a pas fait du bien. Voilà, je commence avec des mauvaises nouvelles, mais dites-moi dans le chat comme d'habitude, voilà, un truc positif. Ça fait du bien du positif. Qu'est-ce qui vous a fait du bien ce week-end ? Voilà, merci à la Girafe 84 pour le subprime, 28e mois. Merci les amis d'être là. Nono 0750 également qui vient de sub 31e mois. Voilà, on est de partout. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur TikTok également et sur Twitch bien entendu. On va comme d'hab décrypter l'actu, décrypter l'info. On a plein de choses à se dire aujourd'hui et c'est ça qui fait plaisir. Je vois dans le chat certains parlent déjà de fléchettes. Il n'est pas impossible que ce soit le sujet du jour. On verra, je sais pas encore. Il y a mon Nico Razon 64700 qui dit week-end gastro. Voilà, ça c'est sympa et pas le restaurant parce qu'il nous dit horrible, il a dit, en haut et en bas en même temps. Voilà, on a les détails. C'est du 4DX. Ce qui m'a fait du bien, ne pas avoir ma femme dans les pattes. Et ben voilà, c'est un beau week-end. Comme on les aime. On a qui d'autre ? On a Olivier Marstress qui dit petit moment spa, jacuzzi et hammam et petite bibine et petit blanc le midi, tout va bien. Voilà, ça c'est magnifique. Ça fait plaisir. Steph C qui dit ce week-end j'ai été malade aussi. Ah bah décidément. Mon Jérôme, j'espère que tu vas bien mon Jérôme 010277 qui dit j'ai fait un petit loto de village et j'ai gagné un laptop. Madame était avec moi. Ah bah ça fait plaisir. Putain, on a des témoignages de loto de village peut-être dans cette salle. Est-ce que tu veux témoigner anonymement ? Qui a gagné ? Parce que moi j'ai dépensé. Jérôme, ouais, moi je suis allé jouer 26 parties, je me suis coltiné. 26 parties, 0 victoire, même pas une kin, rien à me foutre sous la dent. Hein. Les laptops, les machins, il y en a qui ont de la chance quand même. Moi j'étais à 2 doigts de tirer 10 balles chez mon garagiste, à 2 doigts d'avoir quoi ? Un seul des 2 essuie-glaces pour 10 balles, et j'ai même pas gagné. Donc t'as bien de la chance mon Jérôme. C'est un homme meurtri, 50 balles. Ouais. 50 balles l'ordi, pas mal. Allô, bah bravo, félicitations, mais je les ai là, moi. Voilà. Allez, salut. C'est un homme meurtri qu'on a aujourd'hui. Ouais, non, mais je pousse un coup de gueule aussi, moi. Ah mais belle perf l'ordinateur en tout cas. On a Michubou également qui nous dit ce week-end regarder des matchs de rugby et voir l'UBB gagner et voir les pauvres du Stade Toulousain perdre. Je vois pas de quoi tu parles. Je n'ai aucune idée. C'est bravo à nos amis bordelais de l'Union Bordeaux-Bègles qui ont battu les Anglais de Northampton. C'était la même affiche que la finale de Coupe d'Europe de l'année dernière. Ils ont été très forts les Bordelais. Voilà. Le maillot, vous avez un maillot dégueulasse mais on vous embrasse. Voilà. Twitch Hatch qui dit dans un
loto de l'école de mes marmots, c'est le boulanger du coin qui avait gagné la machine à pain. Ça c'est bon, celle-là c'est énorme. Hein, le roi des belles miches, voilà comme on surnomme évidemment Gérard Miller. Qu'on embrasse, on n'a pas de nouvelles de lui d'ailleurs. Mise en examen, on n'a plus de nouvelles, sans transition. Voilà les amis, voilà le positif. Merci à Olivier Mars 13 pour le subprime 8e mois, merci beaucoup. Écoutez, moi mon week-end, voilà. Il y a Stealth 5, j'avais oublié, Stealth 5 qui dit salut à tous, nouveau Noël en famille, j'avais fait des gougères comté lardon avec compoté d'oignons et pommes. Alors ça c'est sympa, puisque vous me parlez de gastronomie, exceptionnellement j'accepte d'en parler un petit peu aujourd'hui dans l'émission, parce que ça fait partie de mon positif du week-end. Ah, ce qui m'a rendu heureux ce week-end, déjà c'était quand ? C'était samedi. J'ai fait mon vélo, j'ai fait du vélo, j'étais content. Ah, je fais 1 heure de vélo, pam pam, la douche froide. Et là, il y avait du rugby, il y avait Leinster, La Rochelle, nos amis rochelais qui ont failli taper les Irlandais du Leinster, là-bas en plus, hein, là-bas à l'Aviva Stadium, et j'étais, je te jure, sur le canapé, je m'étais ouvert une petite bière, l'apéro, avec mon amoureuse, du rugby, j'avais fait mon sport, on cuisinait le soir à 2, je me suis dit, putain, ah si c'est pas le bonheur, ça y ressemble. Ah, je me suis dit, tu vois, ça m'a fait du bien. C'est simple, hein, c'est simple, et je me suis dit, le goût des choses simples, comme disait Fleury Michon d'ailleurs, ou Herta, je sais plus quel philosophe a dit ça, mais j'étais content, tu vois, je vous dis ça, j'étais content, puis j'ai beaucoup lu aussi ce week-end, qu'est-ce que j'ai lu ? Je suis en train de vous lire un nouveau bouquin de politique, on va en parler la semaine prochaine normalement, et j'ai fini, qu'est-ce que j'ai fini ? Oui, alors ça je comptais en parler, mais c'était pas dingue. Flèche de Grégor Zalai, c'est le prix Booker Prize de 2025. Booker Prize, c'est l'équivalent du Goncourt, mais dans le monde anglo-saxon. Ça avait l'air chouette. Et ben c'était éclaté au sol. Mais vraiment, j'ai trouvé une écriture avec encore moins d'épaisseur que celle de Houellebecq, pour vous dire. Alors peut-être que c'est à cause de la traduction, mais vraiment j'ai pas trouvé ça dingo. Je me suis fait plaisir aussi. Je suis allé à la librairie samedi après-midi et ouais j'ai claqué la carte bleue. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu des excès, mais bon, c'est pour le boulot, hein. C'est ce que je dis à chaque fois, c'est boulot, hein. Après, j'en parle sur YouTube, sur Twitch, donc excusez-moi de bosser, hein. Donc, ouais, non, j'ai acheté pas mal de trucs, hein. Là, je vais vous parler bientôt de Carl Gustav Jung et le principe de synchronicité, tu vois. En 2 mois, on va passer du journal d'un prisonnier de Sarkozy à la synchronicité chez Jung. Putain, on voyage, c'est l'esprit, bref, on en reparlera dans quelques jours. Mais c'était pas dingue, voilà, ce roman Flèche, cher d'ailleurs dans la traduction française, ce que j'ai lu en français évidemment, c'était pas fou, je voulais vous en parler, je ne vous en parlerai jamais, sachez-le. Merci à Dans ton milieu qui vient d'offrir un sub à Abeille23 et mon Karim CH Haute-Pierre que j'embrasse qui vient d'offrir un sub à Gros Kitache, voilà, et c'est pas moi si jamais, pour éviter toute confusion. Vidéat Neucadat nous dit week-end à Bruxelles la belle, Bruxelles la grande, j'y serai le 7 février à Bruxelles pour le spectacle Zinzin. On va s'amuser à Bruxelles, on va se fendre la gueule, il y a moyen d'un beau moment après le spectacle, si on partage 2-3 godets, à mon avis, chez nos amis belges, ça bricole, ça s'est travaillé en Belgique, donc j'ai hâte de vous retrouver pour le spectacle, les amis. Aujourd'hui, évidemment, on a une pensée parce qu'on l'a appris vers 14h. En tout cas, je l'ai appris vers 14h. Le décès de Roland Courbis. Voilà, personnage fort en gueule du milieu du foot, entraîneur historique, hein, ces 30 dernières années, si ce n'est un petit peu plus, qui était devenu un personnage médiatique assez incontournable, un fort en gueule, comme on les aime, avec une carrière assez extraordinaire. Et voilà, Roland Courbis est décédé aujourd'hui, donc on a une petite pensée pour lui. Et parce que voilà, il faut rendre hommage en gardant la banane autant que possible. On se rappelle cette petite séquence quand il s'était foutu de la gueule d'un journaliste qui lui posait des questions à la con, enfin un journaliste quoi. Écoutez ce qu'avait dit Roland Courbis à l'époque. Voilà, pour vous donner une petite image du personnage qu'il était, on a une petite tendresse, voilà, évidemment. Tac, hop là. Qu'est-ce qu'il en est du mercato là ? Disons que là, on hésite avec Turc Tafam et Bon, un petit joueur australien, donc on va un petit peu réfléchir dans les semaines à venir entre Tafam et Bon. Merci Roland. Alors, est-ce que vous avez capté la vanne ? Le son n'était pas dingue, mais il avait trollé, comme on dit, il avait trollé le journaliste qui lui disait ouais, est-ce que vous envisagez des nouveaux joueurs pour l'équipe ? Et Roland Courbis lui avait parlé de 2 joueurs,
Ta femme est bonne, ce qui avait donné Ta femme est bonne, voilà, hein, ça c'était du Roland Courbis, c'était du personnage comme on les aime, truculent, voilà, un personnage truculent, on l'embrasse, voilà, on salue sa mémoire évidemment. Merci à Dans ton milieu pour le sub, pour 2 cadeaux, 2 subs offerts à chaque 6 et Linan, voilà, allez-y, c'est le train de la hype. Donc là, le train de la hype, vous pouvez offrir des abonnements, c'est super, donc faites ça, offrez des subs, enfin faites ce que vous voulez globalement, mais voilà, si vous voulez vous amuser, c'est important. Mon Karim CHU Haute-Pierre nous dit à quand un retour sur Strasbourg. On va essayer de caler une date sur la tournée 2026. C'est vrai que l'année est serrée, on a beaucoup de dates déjà qui sont positionnées et là on sait surtout qu'on est sur les dernières dates. Les dernières dates du spectacle, c'est vrai que j'ose pas trop le formuler comme ça parce qu'on est qu'au début de l'année et parce que voilà, moi j'ai pas envie de dire que c'est bientôt fini l'aventure du spectacle Zinzin, mais si, c'est bientôt fini. On est sur les dernières dates, les dernières représentations, on verra de quoi demain sera fait. Donc les premiers rendez-vous, vous les connaissez, c'est Montélimar, 24 janvier à 20h30, Bruxelles le 7 février, on en parlait, Châteauroux le 13 février et Metz le 28. Pour l'instant, vous avez la page comme d'habitude en description si vous regardez le replay sur YouTube. Je vous la mets dans le chat sur Twitch évidemment pour prendre vos places. Voilà les copains et qu'on se retrouve et qu'on continue à se fendre la gueule plus que jamais. Les sujets ne manquent pas, vous vous en doutez. Et puis d'ailleurs ce soir, je répète le nouveau sketch. Ah, il y a un nouveau sketch. Là, je vais vous emmener 2000 ans en arrière. Donc ça remonte, hein. Ça remonte. Vous verrez pourquoi. Mais il y a un voyage de 2000 ans. 2000 ans, c'est beaucoup. Si je ne me trompe pas, Lynn Renaud avait 14 ans à l'époque. Hein. Elle avait eu une histoire... Elle avait sucé Platon, enfin voilà, d'où le mythe de l'allégorie de la caverne. Enfin après, j'étais pas là, hein, donc moi je fais que répéter. Hein. Mais Platon au départ n'aurait pas écrit le banquet, il aurait écrit la banquette arrière. C'était avec Lynn Renaud. Après il a dit non, ça va faire mauvais genre. Il y a quand même 2000 ans de philosophie à assurer derrière, donc il a voilà. Vous verrez, je peux pas trop m'avancer, mais vous verrez. Merci à Dans ton milieu qui vient d'offrir 2 subs également à Dargueu et Eudraven 666. Merci les amis. Stealth 5 nous dit encore un personnage qui s'est investi pour les gilets jaunes et contre le pass sanitaire. C'était vraiment une figure dont je me moque copieusement. Stealth 5, toujours le sens de la bonne humeur. Salut à Igerne14 qui arrive également. Installez-vous confortablement les amis. Voilà, il y a du monde qui arrive de partout, ça fait plaisir. Vous pouvez tapoter sur TikTok, vous le savez, pour mettre les cœurs, pour partager de partout, sur tous les réseaux. C'est aussi ça, la France qu'on aime, la France qui gagne. Alors, on va attaquer l'émission aujourd'hui, et c'est une révélation qui a été faite avant l'heure, si j'ose dire. Papy Glucksmann était un espion soviétique. Ouais, on a appris ça. On a appris ça, mais vous allez voir, c'est complètement dingue. Alors tout ça sera révélé officiellement dans un documentaire qui sera diffusé sur Public Sénat le 31 janvier prochain, si je dis pas de conneries. Et dans ce documentaire, on en apprend un petit peu plus sur le grand-père de Raphaël Glucksmann, qui était un agent russe. Voilà. Et apparemment, alors à mon avis, ça ressemble quand même un petit peu à un emballage médiatique pour faire regarder cette merde, mais Raphaël Glucksmann aurait appris le passé de son grand-père en participant justement au documentaire, en étant interrogé par les journalistes. Alors, on n'a pas encore eu la réaction du grand-père, parce que c'est vrai que, quand ton grand-père... toi, t'es le grand-père, faut se projeter. Toi, t'es le grand-père, t'es espion soviétique, t'apprends que ton petit-fils a été fabriqué par la CIA. Merde, est-ce que j'aurais mieux fait d'éjaculer dans une chaussette ? Voilà. Non, mais voilà, je peux pas parler à la place de... Il est plus là, mais c'est vrai que, comme quoi, l'histoire est originale, hein. Tu passes d'un extrême à l'autre, finalement. Et écoutez ce que nous a dit LCI, ils ont parlé de ça. Nicolas Domenac, toujours fidèle au poste, 183 ans, toujours là sur LCI, et ils ont évoqué cette bien curieuse histoire, vous allez voir. Incroyable, hein, c'est un documentaire qui va être diffusé le 30 janvier sur Public Sénat, qui nous l'apprend. Raphaël Glucksmann, le député européen et président de Place Publique, avait un grand-père, espion pour l'URSS, et il semble que lui-même ne savait pas tout sur ce papy agent secret.
Ouais, vous avez raison, Claire, c'est une histoire extraordinaire qu'on peut déguster, puisque au fond, elle met en scène Raphaël Glucksmann, qui, vous savez, est un combattant anti-totalitaire, anti-communiste, et qui se rend compte que son grand-père était un agent secret à la solde de Moscou. Donc voilà, c'est une histoire assez exceptionnelle qu'on apprend effectivement. Le papy Rubin Glucksmann était donc au service de Staline. Il avait été recruté pour propager la révolution bolchevique à travers le monde. Il était né en Autriche-Hongrie, cet aïeul, et puis il avait émigré en Palestine. Vous apprend le documentaire réalisé par le journaliste Steve Jourdain. Puis, déçu par le sionisme, il avait rejoint le parti communiste et était passé au service de la révolution, enfin de celle de Moscou, qui appréciait particulièrement et qui en recrutait beaucoup les juifs parlant plusieurs langues. Donc, ce polyglotte avait été expédié en Allemagne, notamment pendant la guerre d'Espagne, où il avait au fond transféré des armes vers les républicains espagnols. Puis on le signalait en France, ensuite en Angleterre, où il aurait été expulsé vers le Canada. Et donc le piquant de cette histoire familiale, c'est qu'il y a eu aussi le père de Raphaël Glucksmann, qui après avoir été maoïste, était devenu antitotalitaire, très engagé. C'était un des tiens, vous le voyez là à côté de Jean-Paul Sartre. Ouais. C'était un intellectuel très très important, qui avait combattu contre le marxisme. Et d'ailleurs, un de ses livres avait fait date, c'était La cuisinière et le mangeur d'hommes, sur le marxisme et les camps de concentration. Ouais. Voilà, donc Raphaël Glucksmann n'est pas égyptien, mais il a un papyrus, comme on dit. Voilà, si vous me permettez cette petite galéjade. Histoire assez saugrenue. Alors effectivement, de prime abord, on se dit, tiens, c'est marrant. Bon, on s'en branle. Enfin, on s'en fout. Au départ, on s'en fout. Moi, globalement, tout ce qui touche à Raphaël Glucksmann, c'est un petit peu comme les reportages sur les pêches à la truite. Je suis pas pêcheur pour un sou, donc si vous voulez... D'ailleurs, il a une tête de truite. Si tu regardes, il y a un côté carpe-koi qui est pas... Voilà, pour les amateurs du monde sous-marin, vous voyez de quoi je parle. Et c'est vrai que bon, de prime abord, moi, quand j'ai entendu parler de ça dans les journaux ce week-end, je me suis dit, c'est marrant, je m'en fous. Comme dirait Brigitte Macron, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et après, j'ai réfléchi quand même et je me suis dit, déjà, premier niveau d'analyse, quelle belle lignée, papa maoïste, Raphaël Glucksmann fabriqué par la CIA, grand-papa espion russe, c'est une sorte de qui est-ce avec que des salauds. Parce que c'est qui votre pays au départ? C'est la France ou c'est le monde entier? Est-ce que c'est ça l'internationalisme, le fait de dire je suis citoyen du monde? Est-ce que le fait de se sentir partout chez soi, c'est la bonne excuse pour coucher avec n'importe qui? Je sais pas. Voilà, le premier niveau de lecture, je me suis dit mince, peut-être que c'est dans le sang. Peut-être c'est l'habitude de famille. Le soir, avant de s'endormir, il racontait ça. Tu feras comme ton papa, tu feras comme ton grand-papa. On sait pas, peut-être que d'ailleurs, il y a eu un arrière-grand-père qui couchait avec Attila le Hun. On sait pas. Bon, alors, arrière-grand-père, il aurait vécu longtemps, mais après tout, bon. Bref, ça, c'est le premier niveau de lecture. Deuxième niveau de lecture, là, je me suis dit, quand même, c'est vrai que cette histoire, si on était complotiste, donc là, voilà, ça me permet d'instaurer une nuance, parce que ça n'est pas le cas. Si on était complotiste, on pourrait se dire, ça tombe bien, parce que Raphaël Glucksmann, ça fait quand même 20 ans qu'il est dans le secteur politico-médiatique et qui nous casse les pieds, qui casse les codes, à n'en pas douter, où on parle de lui, où voilà, c'est super... c'est le nouvel espoir, c'est un croisement entre Zidane et Lionel Jospin, donc voilà. Et il découvre aujourd'hui, en 2026, que Papy était soviétique. Merde. Enfin, en tout cas, soumis espion soviétique, vous avez compris l'idée. C'est marrant parce que ça tombe environ 2 semaines après que le système médiatico-politique commence à se dire, tiens, et si Raphaël Glucksmann était une buse ? Et si finalement on avait misé sur une pompe à vélo et que la gauche médiatico-politique préférait encore François Hollande que Raphaël Glucksmann? Je laisse un silence sur cette phrase parce que quand vous êtes préféré à François Hollande, c'est un peu l'équivalent de cette fille en boîte de nuit que tu dragues et qui te dit écoute, je préfère encore me taper l'extincteur. Oh, voilà.
Là, c'est chaud. Ou le trottoir du devant de la boîte. Tu dis, putain, vraiment, faut se poser des questions sur l'aftershave. Et là, il commence à nous dire que Glucksmann, il est nul. Il commence vraiment à nous le dire. Je pense qu'à ce rythme-là, dans 3 semaines, Léa Salamé, elle va officialiser son union avec Arlette Laguillet. Ouais. Qu'apparemment, elle se tape Arlette Laguillet dans le dos de Raphaël Glucksmann et qu'il vaut pas un clou au pieu et qu'il est nul. Tout le monde va le lâcher, à mon avis. Parce que là, il lui découvre un papyrus ni vu ni connu, alors que la vie de Raphaël Glucksmann est étalée dans les médias depuis 20 ans pour qu'ils nous le vendent. Et là, apparemment, la Carpcoy, finalement, on savait pas, mais papy, c'était James Bondinoff, apparemment. C'est fou, hein. Moi, je dis que ça tombe bien. Voilà, c'est le 2e niveau de lecture. Si on était complotiste, on pourrait se dire, tiens, ça tombe bien. Voilà. Mais après, libre à chacun, hein, une fois de plus, d'avoir son avis sur la question. Je ne voudrais pas vous influencer. Je ne voudrais pas soulever des zones d'ombre qui pourraient être problématiques. Donc, à mon avis, c'est fini pour lui. Alors, on verra. Après, on verra ce que décide le tribunal médiatique qui nous sert de médias indépendants, et évidemment, qui a un objectif. Voilà. Absolument pas soumis à la propagande du moment. Parce qu'il y a la jurisprudence papa-papy. Alors, je vous explique. Dans notre monde médiatico-politique occidental, pas seulement français, papa-papy, ça peut être un argument pour vous pourrir la vie pendant des siècles. C'est-à-dire que Marine Le Pen, jurisprudence papa-papy, elle est foutue. C'est-à-dire que quoi qu'elle fasse, c'est-à-dire que Marine Le Pen, je sais pas, elle donne de l'argent pour sauver des arbres en Amazonie, tu vas trouver un journaliste de Libération qui dit « Oh, il était pas un peu raciste, Jean-Marie Le Pen ?» Donc vous faites quoi? Vous voulez pousser des arbres, arbres, vous rajoutez un A, ça fait quoi? Arabe? Ça veut dire quoi? Vous voulez envoyer les Arabes en Amazonie? Puis tu vois, ça déroule naturellement, alors toi tu sais pas trop, mais tout ça parce que jurisprudence papa-papy, en l'occurrence papa Le Pen. Et c'est vrai que si tu veux défoncer un personnage médiatique ou politique, hein, qu'importe, tu peux aller chercher dans l'arbre généalogique pour trouver de quoi déchirer cette personne. Mais parfois, bon, elle y est pour rien. Je veux dire, t'as le droit d'être le fils d'un salaud, tu vois. Regarde von der Leyen. Voilà. Bon, papa von der Leyen, c'est vrai que... Il y a des gens, ils font du ski tout chousse, lui, il faisait du ski tout en chlousse, si vous voulez. Voilà, je peux pas en dire plus, je peux pas être trop évident dans cette vanne, mais c'est vrai que papa von der Leyen, voilà, il a pas vendu que des vêtements sur Vinted, si vous voulez. Donc, merci à Buns29 pour le subprime 19e mois. Donc, c'est vrai que, tu vois, von der Leyen, il n'y a pas la jurisprudence papa-papy. C'est pas facile, hein. J'ai pas dit que c'était fastoche, hein. Mais faut réussir à suivre. Et donc là, aujourd'hui, Raphaël Glucksmann, on sait pas trop. On sait pas trop s'il va être sous le coup de la jurisprudence papa-papy, parce que quand même, espion russe, d'après le classement des salauds, hein, édifié par LCI, espion russe, t'es pas mal, hein. Espion russe, à mon avis, t'es quand même à 7-8 sur 10 sur l'échelle de la saloperie, hein. Donc attention, voilà, s'ils ont envie de le cramer, ils vont nous sortir jurisprudence papa-papy pendant longtemps. On verra, mais c'est vrai que, voilà, j'insiste là-dessus, si j'étais complotiste, je me dirais que c'est quand même curieux, cette petite croisade qui se fait contre Raphaël Glucksmann, alors qu'il y a encore 3 mois, c'était véritablement le Napoléon de la sodomie socialiste, c'est-à-dire qu'il va nous sauver. Il va sauver la France, il va se sauver. Globalement, il va se sauver, et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc on verra les amis. Mais je voulais vous parler de ça, cette affaire de Papy Glucksmann, SOS, qu'est-ce que je raconte, j'allais dire SOS 117, non pas du tout, James Bondinoff, le papy soviétique, on aura tout vu. Anarchy08 nous dit dans le chat, et si ça relance sa carrière, c'est pas impossible. Alors ça m'étonnerait, parce que je vois pas ce qu'il y a à relancer dans la mesure où le mec était quand même assez omniprésent. Ils ont quand même réussi à placer sa gonzesse au JT de 20h. Alors, j'imagine que c'est pas seulement lié à Raphaël Glucksmann. Rappelons par exemple l'origine de Léa Salamé et ses liens familiaux avec le monde des diamantaires internationaux. Il y a une vidéo qui arrive là-dessus. Ouais, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais plus. On va parler de Léa Salamé. Parce qu'on se contente souvent de souligner l'incompétence crasse
d'une journaliste qui a le niveau d'une poêle à frire en direct à 20h. Et c'est vrai que Léa Salamé, j'ai creusé récemment sur son parcours. Je peux pas vous en dire plus. Ah ouais, c'est quelque chose. Waouh, c'est quelque chose. Donc, ils ont réussi à nous la foutre au JT de 20h. Hazard Balthazar, c'est la dame de Raphaël Glucksmann. Apparemment, à la ville, ils sont ensemble. Donc, je vois pas comment il pourrait plus relancer sa carrière. Le mec est partout alors qu'il a des résultats électoraux qui sont quand même pas dingues. On dirait Sarah Knafo, tu vois. Elle est partout alors que bon, normalement, quand tu commences à claquer des 1, 2, 3% aux élections, on t'entend pas trop. Là, c'est JT, c'était France Inter ce matin. Mais on va pas parler de Sarah Knafo tous les jours, évidemment. Bref, on verra avec Raphaël Glucksmann ce que ça dit. À mon avis, je pense qu'ils sont en train de nous préparer une douce porte de sortie pour Glucksmann, mais on verra. La suite nous le dira. Voilà. Donc voilà les amis. Alors on me dit dans le chat, il y a Intomac qui dit: as-tu vu la séquence de Magali Berda sur Sud Radio sur le Béarn? Alors ça me dit absolument rien. Je peux taper Magali Berda si tu veux sur Twitter, voilà, voir ce qui sort. Ça me dit rien, j'ai pas vu cette séquence. On peut la chercher ensemble sur le Béarn. Alors attends, j'ai des trucs qui remontent. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien, on va voir hein. Là, je vous suis. J'espère que c'est rigolo, parce que moi, je suis là pour rigoler. Donc, est-ce que c'est celle-là? En présence d'Olive, voilà, qu'on embrasse. Est-ce que c'est ça? Une présentation chacun de Henri Biespéré, qui est un agriculteur dans le Béarn. Je dis bien le Béarn, hein, ça se dit? Le Béarn. Pardon, le Béarn. Non, c'est pas Stéphane Bern. Elle a du mal des fois avec les mots. Demain, elle fait des fautes d'orthographe à l'oral. C'est pas grave, le Béarn. Le Béarn? Oui. Voilà, le Béarn. Oui. Et alors, Voilà. Bon, bah, en même temps, je sais pas quoi vous dire, moi. Hein. Magali Berda, qui anime une émission d'actualité sur Sud Radio, on avait déjà la réponse. Hein. Donc, j'ai pas plus à dire. J'ai pas plus à dire. De toute façon, Magali Berda, c'est vrai qu'on en avait parlé, si je dis pas de conneries. On avait fait une vidéo sur elle, et il y avait des liens intéressants. Sa sœur, qui est photographe, drôle de dame également. Oui, j'avais fait... C'est fou, hein, les sujets sont tout le temps les mêmes. Hein. Vraiment, on n'avance pas d'un sucre. Hein. J'avais fait cette vidéo Booba versus les influx voleurs. Magali Berda protégée par le couple Macron. Vous pouvez jeter un œil si vous voulez. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'avance pas des masses. Hein. On n'avance pas des masses. On a à peu près tout le temps les mêmes problèmes avec les mêmes gens. Et là, aujourd'hui, elle est sur Sud Radio. Alors, écoute, pourquoi pas. Hein. Peut-être que c'est un choix éditorial qui s'entend. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible, attention. Hein. Olivier Mars 13 nous dit: joli niveau, elle a un QI ou c'est en option. Bah ouais, après, bon... Je sais pas où c'est je sais pas ce qui est le plus inquiétant, c'est de lui confier une émission, de se rendre sur son plateau, de l'écouter, parce que c'est aussi ça. Hein. Là, à un moment donné, tort partagé, hein, comme les accidents de Twingo. Hein. Magali Berda, si elle est à l'antenne, c'est que potentiellement il y a des gens qui écoutent. Hein. Autant le système médiatico-politique est prêt à nommer n'importe quel QI de popcorn dans une émission, autant le pire, c'est qu'il y a des gens qui écoutent. Hein. Donc... c'est vrai que c'est tendax. Hein. Je prends vos messages, on papote là-dessus avant d'enchaîner sur les autres sujets. Kundune73 nous dit: mon Rémi, tu as vu la une de Charlie Hebdo sur Crans-Montana, le fond de la tasse, au lieu de taper sur la commune ou les suspicions de corruption. Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette une, alors que je refuse de montrer à l'antenne parce que voilà, chacun aura son avis, vous la regarderez. Charlie Hebdo a ironisé sur l'incendie de Crans-Montana. Avec un titre: les brûlés font du ski. Alors on appréciera ou pas, mais c'est vrai que ça permet de réaffirmer juste ma position là-dessus, hein, c'est que la mienne, attention. Hein. Puis ça peut lancer le débat, d'ailleurs je suis curieux, hein, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, d'avoir tous vos avis, les amis, sur ça. Moi, à titre personnel, je considère que l'esprit qui est né après les attentats de Charlie Hebdo, j'ai toujours été
plutôt d'accord avec cet esprit-là. Bon, le Je suis Charlie, je trouvais que c'est une marque marketing un petit peu facile, mais bon, qui permettait le partage, qui permettait la viralité, ça rentrait dans les esprits, pourquoi pas. Mais moi, je trouve que ce dessin a le droit d'exister, tout comme les sketchs de Guillaume Meurice sur France Inter, tout comme les spectacles de Dieudonné, et que l'esprit Charlie s'arrête pas en fait aux sensibilités des uns et des autres. Soit on accepte tout, même quand ça nous fait pas rire à titre individuel, quand ça nous fait pas du tout marrer, quand on trouve ça choquant et compagnie, soit on n'accepte rien. Mais si vous voulez, j'aime pas trop être dans la demi-mesure, et moi je suis pour une liberté d'expression où bah ouais, on a le droit à ce dessin. Après, à titre perso, il me fait pas du tout marrer, mais je considère que ce dessin, bah, c'est la démonstration d'une forme de liberté d'expression, mais ça commence à m'emmerder quand cette liberté d'expression, une fois de plus, reste encadrée à des sujets, à des personnes, à des façons de faire, et ça m'emmerde. Donc voilà, voilà un peu ma conception là-dessus. Vraiment, je le trouve pas très chouette ce dessin, c'est purement subjectif et personnel, mais voilà, je suis pour une conception de la liberté d'expression qui fait que pour moi il a le droit d'exister. Je prends vos avis là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez, c'est très important qu'il y ait d'autres sons de cloche, les copains. Il y a Twitchatch qui dit c'est vrai que certains sont nazes, paraît qu'il y en a qui auraient revoté pour Macron, il paraîtrait. Peut-être c'est sur un autre débat. Célesto Moldave nous dit j'ai jamais été Charlie, ça risque pas d'arriver. Karim CHU Haute-Pierre, les dessins ont bien sûr le droit d'exister, mais taper sur les faibles, ça me fait nullement marrer. C'est vrai qu'on peut aussi se poser petit à petit cette question sur Charlie Hebdo, c'est qu'il y a des sujets où il n'y a pas de dessin. Donc on sent qu'eux-mêmes se mettent peut-être sur une liberté d'expression qui parfois semble auto-limitée. Je sais pas, c'est une réflexion qui existe. Qu'une d'une 73 dit je crois que les terroristes ont tué le vrai Charlie, les gros nulos sont restés, c'est pas ça, c'est franchement pas bon, il y avait des tonnes d'angles différents, c'est le niveau le plus bas comme Pellico. Malicorne 007, une liberté d'expression dégueulasse et à sens unique, je me souviens aussi qu'ils avaient hurlé avec les loups contre les non vaccinés, c'est vrai aussi. Mais c'était leur droit, c'était aussi une question de liberté d'expression quand on parle de presse, en tout cas une fois de plus c'est ce que j'en pense. Intomac, je trouve ça ignoble, les enfants ne sont pas encore arrêtés. Enterré, pardon, excuse-moi, j'ai mal lu, pardon. Glidat, sous prétexte de dessin et de liberté d'expression, on a le droit d'aller trop loin finalement. Alors, Glidat, c'est intéressant parce que du coup, d'une certaine manière, ça relance le débat qu'on livre là, c'est-à-dire que pour moi, parler de liberté d'expression et d'aller trop loin, c'est contradictoire. Mais voilà, c'est un sujet très important parce que il y a beaucoup d'avis différents. Hein. Steph C nous dit « Je trouve ça irrespectueux, mais bon, je ris de beaucoup de choses, mais c'est vraiment chaud juste quelques jours après le drame. Mais la liberté d'expression, 3 petits points, je suis plutôt d'accord. » Autorank, j'imagine voir ce dessin en tant que famille de victimes, absolument. Et tout en sachant d'ailleurs que la Suisse... Alors attendez, je vais vous chercher quelle instance précisément pour pas vous dire de bêtises. Mais voilà, Charlie Hebdo est visé par une plainte pénale en Suisse. Une plainte a été déposée après la publication du dessin intitulé... Alors putain, je suis désolé, en montrant le post, j'ai montré le dessin, excusez-moi, c'était pas volontaire, je vous l'avais dit, c'est pas grave. Une plainte a été déposée après la publication du dessin intitulé Les brûlés font du ski, jugé offensant envers les victimes de Crans-Montana. Les plaignants estiment que la caricature porte gravement atteinte à la dignité humaine. C'est le média Le Nouvelliste qui parle de ça. Donc il y a une plainte qui apparemment aurait été déposée en Suisse. Donc c'est vrai que ça nous met une fois de plus aux prises avec ce débat de la liberté d'expression qui aujourd'hui me semble peut-être trop malhonnête, soyons clairs, hein. J'ai pas vu beaucoup de dessins de Charlie Hebdo sur le 7 octobre. Là, on va mettre les pieds dans le plat, on va être très clair là-dessus. Et par moment, voilà, je pense qu'il y a une volonté de provocation qui est dans l'esprit d'Harakiri, dans cet esprit-là, l'esprit originel, on va dire, qui a beaucoup évolué avec le temps. Voilà, je vous l'ai dit, je vais pas radoter. Moi, je suis plutôt pour cette forme de liberté d'expression, quand bien même ça me régale pas forcément, quoi. Bernie 5 nous dit, pour continuer à avoir d'autres avis, Bernie 5 nous dit « On doit pouvoir rire de tout et on ne peut pas avoir le rire à géométrie variable. Ceci étant dit, Charlie est devenu très pro-système et a abandonné l'esprit Charlie. » Plutôt d'accord avec ça. News 2000, c'est un journal satirique. Si on n'aime pas, on n'achète pas. Grostin, choqué pour revendiquer, ok. Choqué pour choquer, mouais, bof. Dans ton milieu, franchement, Rémi, il y a un mec qui dessine Macron et il se prend un scud. Gab Venturi 2, la patronne qui se barre avec la caisse, c'est plus honnête. Karim Sèche et Haute-Pierre ont-ils fait des dessins sur les journalistes tués dans les différents conflits? Qu'une d'une 73, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression, c'est juste nul. Vivi Lulu 68, ils ont fait leur une avec ça parce que c'est le buzz du moment alors qu'ils pourraient traiter d'autres sujets. Bon, on voit que là, c'est intéressant, il y a beaucoup d'avis différents.
beaucoup d'avis différents, mais c'est une fois de plus, de toute façon, à chaque fois, les débats autour de la liberté d'expression nous ramènent à ça. Et je trouve ça chouette d'en débattre, justement, et que chacun puisse s'exprimer. Ça tombe bien, c'est quand même le thème. Voilà. Merci les amis, on va enchaîner. Merci d'être là, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux petit à petit sur Facebook, Twitter, TikTok. Faut tapoter TikTok. Dès que vous le faites, ça fait venir des petits nouveaux. J'ai vu des gens qui s'abonnent, qui disent tiens, c'est sympa. Donc si vous voulez nous aider à faire découvrir la boutique, n'hésitez pas les amis à partager de partout. Partagez, likez, faites tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez, voilà, si vous avez envie de nous aider, le petit coup de pouce qui fait du bien, et il y en a une qu'on va aider, évidemment, je pense qu'on va faire des dons pour lui permettre d'acquérir quelques neurones en solde, c'est Apolline de Malherbe. Alors là, ça a été mon fou rire du week-end, fou rire non, j'ai souri, faut pas déconner, dimanche matin, j'étais en short de sport, à boire mon café, j'ai pas éclaté de rire non plus, hein, faut pas déconner, mais quand même, quand Apolline de Malherbe nous parle de l'Union Européenne, ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Je vous le dis tout de suite, parce qu'elle fait une tribune dans Le Parisien. Alors, première nouvelle, voilà, Le Parisien, le journal. C'est vrai que les mœurs des élites sont discutables aujourd'hui, mais là, elle fait une tribune. Parce que son avis importe. C'était déjà première raison de rire. Page 19, voilà, dans les... j'ai un problème à noter les numéros de page. Vous savez, souvent je me pose cette question, suis-je un abruti ? Et c'est vrai que parfois... non, mais en fait c'est tout simplement parce que c'était dans la tribune dimanche et pas du tout dans Le Parisien. Voilà. Donc à la question, suis-je un abruti ? Finalement la réponse tombe d'elle-même. Donc page 19. Page 19, c'est là. Regardez, Apolline Dimanche. Voilà, Apolline Dimanche, elle nous a écrit une tribune. Elle est belle comme tout, regardez. Et ça s'appelle La faute à Bruxelles ? Vraiment ? Alors, voilà. Je vais pas vous faire tout l'article comme ça, mais imaginez que je lis l'article avec les attitudes d'Apolline de Malherbe. Vous l'avez déjà vu interviewer des gens qu'elle ne peut pas blairer. Donc vous, voilà. Tu sais, je vous fais le titre en Apolline de Malherbe, mais c'est tout. La faute à Bruxelles ? Vraiment ? Voilà. Là, vous avez vu, on y est. Là, on y est. On est sur BFM TV, c'est parti. Y a Rodolphe Saadé, le grand directeur, qui bifle les journalistes. Enfin, vraiment, on est dans l'ambiance. Allez, c'est parti. Donc, elle nous parle de l'Union Européenne. Donc, il y a une maîtrise. Elle écrit ça dans la tribune du Manche. Qui, par le plus grand des hasards, est également détenu par Rodolphe Saadé. Le monde est petit. The world is Mimimati. Chut. Apolline de Malherbe écrit. La France a voté non à l'accord avec le Mercosur vendredi. Tous les partis se sont prononcés contre. Tous. Et les députés, en novembre dernier, avaient voté à la quasi-unanimité contre. Sauf une députée isolée qui avait reconnu ensuite Sauf une députée isolée qui avait reconnu ensuite s'être trompée de bouton au moment du vote. Heureusement qu'elle n'est pas dermato. Non, ça c'est pas écrit dans l'article. Il y a des petits rajouts de temps en temps parce que sinon on se fait chier. Le Mercosur, source de tous les maux de nos agriculteurs ? Comme c'est facile. Quel bouc émissaire confortable. C'est pas nous, c'est l'Europe. Le retour du fameux « c'est la faute à Bruxelles ». Cette année, pour la première fois depuis 50 ans, notre balance commerciale agricole sera négative. Et on ne peut pas blâmer l'accord avec le Mercosur. Mercosur, pas encore adopté. Et toc. Voilà, déjà. Alors, elle n'a pas dit et toc, mais moi je rajoute, je me permets. Nos concurrents ne viennent pas d'Amérique du Sud. Nos concurrents, c'est l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Ukraine. Un exemple, on importe désormais environ 50% de notre consommation de volaille. Comment s'en étonner ? La concurrence est déloyale. On accepte d'importer ce que l'on interdit à nos agriculteurs de produire. Alors, outre le problème de l'Ukraine, parce qu'aux dernières nouvelles, l'Ukraine n'est pas en Union Européenne. Pourquoi se faire chier d'ailleurs, si j'étais ukrainien, pourquoi se faire chier à intégrer l'UE alors que tu prends encore plus de pognon et t'as même pas à respecter les règles de l'UE, les règles contraignantes. Donc, bon. Outre le problème ukrainien, vous avez compris le contexte, ils sont pas dedans, mais ils sont quand même un petit peu dedans parce qu'ils reçoivent plus d'argent que quasiment n'importe quel pays de l'Union Européenne. Presque. Apolline de Malherbe, aussi appelée la précieuse ridicule, nous explique que nos agriculteurs souffrent d'une situation terrible, mais qui n'a rien à voir avec le Mercosur.
Parce que ça fait des décennies que ça existe et le Mercosur n'était pas signé. Et toc, je le refais. Je retoque d'une certaine manière. Bon, sur ça, on est d'accord avec elle. Sur le plan chronologique, notre amie Apolline, bon, elle a le calendrier en tête, effectivement, ça se tient. Elle nous explique le problème. Le vrai problème, c'est la concurrence de l'Allemagne, l'Espagne et compagnie. Et c'est vrai que là, bêtement, mais vraiment bêtement, mais j'ai envie de dire comme à la manière de Jean-Noël Barrot. Tu vas vraiment bêtement, connement. J'ai envie de me dire, et si, voilà, et si cette concurrence déloyale entre les pays membres de l'Union européenne était causée par l'Union européenne. Je tente un truc. Vraiment, ce qui fait de moi le Philippe Candeloro de la géopolitique. Je tente un truc qui n'a jamais été fait. Voilà. Est-ce que l'Union européenne avait précisément pour objectif d'instaurer un marché intérieur créant des conditions déloyales de concurrence entre les pays pour affaiblir certaines industries dominantes? Non mais... Je tente un truc. Voilà, je tente un truc. Et si, voilà, je vois dans le chat, très bonne vanne, Lionel et si, ça c'est marrant, ça c'est pas mal. Donc, si on résume la pensée d'Apolline de Malherbe, alors dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, je ne voudrais pas tordre ses propos, hein. Attention. C'est vrai que tu te dis, petit 1, la concurrence n'est pas causée par l'Union européenne, petit 2, elle est causée par la concurrence entre les pays de l'Union européenne, petit 3, la concurrence est causée par l'Union européenne. Voilà. C'est un syllogisme à deux balles. C'est un syllogisme Stocomanie, mais c'est la presse. C'est la presse de sérieuse. Hein. Et elle est sérieuse, cette presse. Elle est très sérieuse. Hein. Donc c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils l'ont convoquée, Apolline de Malherbe. Elle a sa tribune. C'est vrai que moi, tous les dimanches, là, j'ai hâte. Hein. Bon, maintenant, c'est mon petit plaisir du dimanche matin. Il y a ça et Automoto, que je regarde pas, parce que je m'en fous des bagnoles. Mais c'est vrai qu'Apolline de Malherbe, d'ailleurs, elle a le même niveau de raisonnement géopolitique qu'une Clio 4, hein, donc, et avec du compteur, hein, attention. Donc je me dis, Ayette, j'ai les deux en même temps, finalement. Voilà, j'ai l'analyse d'une Clio 4 et le plaisir de parler d'actualité dans le même journal. Donc, merci à Madame Apolline, vraiment... c'est aussi ça la France qu'on aime, c'est aussi ça l'analyse comme on l'aime, et ça nous permet vraiment à tous, pauvres pêcheurs, de mieux comprendre le monde. Hein. Je veux dire, voilà, là c'est implacable. Hein. Là, je veux dire, la concurrence au sein de l'Union européenne n'a rien à voir avec l'Union européenne. D'ailleurs, regardez, c'est à cause de l'Union européenne. Donc, voilà. Bref, vous avez compris l'idée. On va pas épiloguer là-dessus, mais je voulais vous partager quand même ce paplard, parce qu'il y avait de quoi faire. Buns29 nous dit, à quand la juste tribune? À ce niveau-là, je ne pourrai jamais l'atteindre. C'est beaucoup trop, c'est trop fort pour moi. Je peux pas. On a quoi d'autre dans le chat, les amis? Karim Sachiot, Pierre, qui dit, l'Ukraine, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, reçoit des milliards pour ses dirigeants corrompus. Avant cette guerre, il ne faut pas oublier que l'Ukraine était un des premiers pays les plus corrompus dans le monde, absolument. Et c'est ce qui, en premier lieu, avait bloqué les possibilités d'adhésion de l'Ukraine. Il y a même encore un an et demi, on en parlait même dans la presse française de la corruption en Ukraine. Donc effectivement, il n'y a pas de doute là-dessus. Nodopt. Voilà, Nodopt. Un groupe qui avait chanté une chanson, je sais plus. What's Going On? Nodopt, si je dis pas de conneries, bon bref. Et Twitchach qui nous dit, Apolline ne serait-elle plus en adéquation avec le Raphaël Gluglu? Pas impossible. Les amis, 17h26, on avance dans cette belle émission du soir, et il est l'heure d'une petite parenthèse. Voilà, vous le savez, c'est 2026, c'est le nouveau Juste Bistrot. J'ai envie d'aller ailleurs, d'ouvrir les fenêtres, de vous parler de plein de choses, tout en restant dans la réflexion, tout en restant dans le fait de se nourrir les neurones. C'est Don't Speak, no doute. Merci. Complètement dit n'importe quoi. Don't Speak. La 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 la. L'organe n'est pas fada, mais on peut passer un bon moment. Voilà. C'est pas Julien Doré, mais on bricole. Aujourd'hui, j'avais envie de vous amener vers un terrain en plein boom, mais qui pourtant
crée de nombreuses réflexions. J'avais envie de vous parler de ça, de vous raconter une histoire de cette nouvelle passion que j'entretiens depuis peu, mais qui nous amène à d'autres analyses, à d'autres éléments. Même si vous en avez rien à foutre, vous allez finir cette séquence en disant « Mon Dieu, quel génie !» Déjà, quel galbe, vous allez dire en voyant mon corps gainé. Alors, faut que je vous raconte le contexte. Avant de vous parler de ma nouvelle passion, faut que je vous raconte le contexte. Et pour ça, je vais vous amener à Tours. Tours, la ville de Tours. Voilà, les rillettes de Tours, absolument. Les 2 Tours, rien à voir, parce que c'est dans une autre ville et le contexte est beaucoup plus triste. Tours, la France. Qu'est-ce qu'on foutait à Tours ? On revenait de Bretagne, avec ma milieu dans la bagnole, on respecte les limitations de vitesse, évidemment, on évite de croiser la route de Pierre Palmade, évidemment, et on se dit on va couper la route en 2, on fait dodo à Tours. Voilà, on était au Ibis de Tours, pas loin de la gare. C'est la première fois que je foutais les pieds à Tours. J'ai dit, c'est super. On est arrivé, il était environ 19h, il faisait moins 4 degrés, de la brume, on s'est dit tiens, c'est donc ça l'enfer. Et le Rémi, malin comme pas deux, mais néanmoins glouton, j'avais regardé auparavant sur mon smartphone, qui veut dire téléphone intelligent, j'avais regardé où est-ce que nous pouvions nous délecter d'un joyeux repas. C'est-à-dire comment on aurait pu se faire éclater le bide dans un restaurant non loin de la couche. Alors, là-dessus, je trouve un resto qui est tout à fait sympa. Je sais plus comment il s'appelle, mais on les embrasse. Qui est pas loin de la gare. Attendez, je veux pas vous dire de conneries. C'était très très bon. Alors vraiment, j'ai envie de leur faire une pub gratos parce que c'était très très bon. Je me suis éclaté la panse. En entrée, il y avait de l'os à moelle. Alors tu vois, le lien entre le sujet du jour et l'os à moelle, est vraiment, il n'est pas fait le lien. Mais on va oser le faire. On va oser le faire parce qu'on est des gens ambitieux. C'était, je crois que c'est 7 rue. Bon, c'est pas très grave. On va pas chercher ça pendant des plombasses. Tac. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Mais on les embrasse en tout cas. C'était très très bon. Bravo à eux. À côté de l'opéra là, ou je sais pas quoi. Bon, on s'en fout. Bon, on mange. Je vous passe le repas, je vous passe les détails parce que je suppose que vous en avez rien à foutre. On retourne à l'hôtel. Et là, j'allume l'équipe 21. Et il y avait des fléchettes. Alors, déjà, l'équipe 21, parlons-en. L'équipe 21, je les adore. Ils ont des types super, des présentateurs. Enfin, les journalistes sont sympas. Il y a, comment qu'il s'appelle, le petit, là, le petit qui est plein de gaz, qui est extraordinaire. Merde, oh putain, tout m'échappe. Qui est adorable, qui a une bonne tête. Yohan Ryu, voilà, Yohan Ryu qui est un mec super. Bon, mais c'est vrai que l'équipe 21, le problème avec eux, c'est qu'ils prennent les droits souvent de sport éclatés au sol. Où vraiment le championnat de Détroit, mais Détroit pas la ville, Division 3, de volleyball pour Kudjat, c'est pas contre les pratiquants, mais les spectateurs se battent pas devant la télé, si tu veux. C'est pas, tu vas jamais dans un pub en disant excusez-moi, vous passez pas à la télé Calais, Bourgoin-Jallieu ? Non ? Ah merde. Non, vraiment on s'en fout complètement. Mais ils ont des droits comme ça, bon c'est pareil, ils font ce qu'ils peuvent. Et là ils ont les fléchettes. Championnat du monde de fléchettes. On en était rendu au 8e de finale, quelque chose comme ça. C'était pas la fin de la compète. Et là, avec ma milieu, on se fout au pieu, parce que c'est vrai que bon, voilà, on se met au lit devant les fléchettes. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un gros baiser. Et je me mets à regarder les fléchettes. Elle part à la douche, un minimum d'hygiène quand même, on sait se tenir. Et là, je me mets à regarder les fléchettes. Et je me mets dans l'ambiance. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'une salle bondée avec quasiment 10 000 Anglais, en tout cas 10 000 Britanniques, tous à 4 grammes, vraiment, mais c'est une réunion de Renault, ce sont des cosplays de Renault, dans une salle avec la musique à bloc, une ambiance de fou, des gens qui s'amusent, qui sont contents, et sur une grande scène avec plein d'écrans, t'as des types qui ressemblent à mon boulanger et qui lancent des fléchettes. Et ils doivent faire 180. 180. Tu imagines qu'il y a quand même 18 fois le QI de Gabriel Attal. Qui est quand même, putain. Et ils lancent des fléchettes. Ils font des fléchettes. Et au début, je me suis dit, tiens, bon, je vais changer de chaîne parce que de prime abord, j'en ai rien à foutre. Alors qu'en fait, je me suis pris au jeu. Je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il se passe quelque chose de sympa. Il y a des Britanniques ivres.
Bon, c'est ce qu'on appelle un pléonasme. Il y a du sport, il y a Monsieur Tout-le-Monde qui joue aux fléchettes. Il est adulé dans une ambiance de dingue. Et pour tout vous dire, j'ai suivi toute la fin de la compète. Donc, on va casser le mystère tout de suite. Je ne suis pas un amateur de fléchettes. Je ne suis pas un passionné. Donc, j'en parle avec de la réserve. Attention, j'en parle avec de la réserve. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis le fan du coin. Mais je voulais vous parler de ça parce que vraiment, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire et qui pousse des réflexions sur notre époque. Vous allez voir. Non mais c'est le juste bistrot. Il y a des blagues, il y a de la nourriture, il y a de l'analyse. Vous allez sortir de là, vous serez plus les mêmes. Je suis une sorte de chirurgien esthétique du neurone finalement. Un Olivier Véran du FIAC, pas du tout. Il a arrêté sa carrière. Donc, et le pire, c'est que Madame Mieux sort de la douche. Je dis bon bah enfin, ça faisait 2 semaines. Elle me dit nique ta race. J'ai pas compris, peut-être c'est du hongrois. Et elle aussi, elle s'est mise à regarder. Et on s'est dit tiens putain. C'est intéressant ce truc-là, parce que déjà, ce qui est très important pour rentrer dans le sujet, le plus important, ce qui est fou, c'est que c'est facile à comprendre. Je veux dire, bon, t'as une cible, ils lancent des fléchettes, et ils doivent faire 501 par des combinaisons avec des doubles ou des triples. Donc c'est-à-dire, t'as un truc 19, tu peux faire double 19. Bon bah voilà, après tu fais des calculs, et t'arrives à 501. La meilleure perf, vous allez voir, c'est 9 fléchettes. En 9 fléchettes, tu peux arriver à 501. C'est très très rare. Donc, il y a un rythme, tu comprends très bien le truc, et il y a une ambiance de fou. Et puis tous les joueurs, tu sens que ce sont un peu des personnages. On va y venir. Ils incarnent quelque chose un peu comme dans le catch à l'époque, où chaque joueur est un personnage. Il incarne quelque chose, même des origines. Je vais vous en parler. Il y a des duels entre Britanniques, évidemment. Et donc, on s'est vraiment mis dedans, sans déconner, et on a regardé jusqu'à la finale. On en parlera entre Luc Littler et Jan Van Gien, là, je sais pas quoi. Le néerlandais, un crack aussi, 23 ans. On va en parler, mais on s'est mis dedans. Alors, j'ai creusé pour vous présenter ce sujet, parce que vraiment, j'en parle avec mon cœur, parce que ça m'a vraiment plu. Ça m'a sincèrement plu. J'ai creusé, avant de vous en parler, pour comprendre un peu l'essor des fléchettes, parce que j'en ai parlé avec 2-3 collègues qui m'ont dit « Ouais, sur l'équipe, ils foutent les fléchettes. Entre 2 combats de coq en Thaïlande et le championnat de D1 de chiens d'aveugle en softball, l'équipe 21, ils ont les droits des fléchettes. » Et les collègues qui m'ont dit « Ah putain, c'est super, on regarde les fléchettes. » J'ai dit « Ah, c'est fou, vous aussi, vous êtes cons. » Ils m'ont dit « Bah oui, on est amis. » Et j'ai creusé. Et la pratique des fléchettes est vraiment en train d'exploser dans le monde entier. Pour vous donner une idée quand même de l'ampleur de ce sport, déjà en Grande-Bretagne, parce que évidemment ça vient de là, je vous donnerai quelques anecdotes historiques dans quelques instants, sur Sky Sport, donc qui est l'équivalent de l'équipe 21 avec des droits de compétition stylés. Non, j'en mets dans la gueule à l'équipe 21, ils ont des trucs super, hein, je plaisante bien sûr. En 2024, les championnats du monde de fléchettes ont attiré en moyenne 3,71 millions de téléspectateurs. La finale avait fait un pic à 4,8 millions. En Grande-Bretagne, ce sont les audiences les plus élevées juste derrière le gros match de foot. Parce que les Britanniques sont quand même des gros footeux. Les fléchettes, c'est le sport le plus regardé derrière le foot. Même devant le rugby, à certains moments. Donc, c'est assez dingo. En France également, en 2024, on était à 400 000 spectateurs sur l'équipe 21 pour la finale des championnats du monde de fléchettes. En 2025, c'était la 33e édition. Et l'année dernière, c'était 32e. Par ricochet. Donc, même en France, 400 000, en termes d'audience, c'est pas mal. C'est quand même 400 000 fois plus que l'émission de Laurent Ruquier sur T19. Donc... c'est quand même pas mal. Donc pour vous dire à quel point les fléchettes, nous en bon français, ça peut nous sembler un peu loin, et encore que, hein, on est en plein essor de la pratique. Pour vous dire, le gagnant des championnats du monde en 2025, alors la compète, ce qui casse un peu les couilles quand même dans les fléchettes, la compète commence fin 2025, elle termine début 2026. C'est relou, mais c'est les Anglais, donc c'est pour ça qu'on peut pas les blairer. Donc le gagnant des championnats du monde 2025-2026, il a remporté 1 million de livres. Pas pour la bibliothèque, vous en doutez. 1 million de livres, l'argent. Voilà, le pognon, comme on dit.
L'année dernière, c'était 500 000 livres. C'est-à-dire que le gain a doublé d'une année à l'autre parce que le sport est en train d'exploser. Sky Sports, toujours donc le diffuseur en Grande-Bretagne, a acheté les droits de diffusion jusqu'en 2030, donc pour 4 ans, à 125 millions de livres. Pour vous donner un ordre de comparaison, la Première Ligue, qui est le championnat de football de première division en Angleterre, c'était 1 milliard de livres. Il y a 2 ans, je crois, ils ont re-signé les droits pour 4 ou 5 ans. Donc évidemment, c'est quasiment 10 fois plus, mais pour vous dire que c'est pas largué, ils sont pas loin derrière. Les fléchettes se développent à une vitesse folle, c'est que ça devient un sport de premier plan. Il y a même des histoires de dopage. Là, faut qu'on s'arrête 2 minutes là-dessus. Cet article de l'équipe du 22 décembre 2025, un joueur britannique disqualifié du championnat du monde de fléchettes pour dopage. Voilà. Donc un certain Dom Taylor. Voilà, on l'embrasse. C'est vrai que se doper aux fléchettes, ça je l'avais pas vu venir. Vraiment, tu te dis, bon, faire tout comme un gros sport, il n'y a pas de problème, mais se doper aux fléchettes, faut pas déconner non plus. Parce que de l'EPO pour aller jouer au bowling, détends-toi, Big Lebowski ou quoi. Donc, bon. Comme quoi, vraiment, on est sur un sport de première importance qui prend même les pires comportements. En France, la pratique des fléchettes est en train d'exploser. Pour vous dire, les championnats du monde dont je vous parle, voilà, j'étais à moitié tout nu dans mon dodo en regardant ça à l'hôtel ou à l'Ibis de Tours. J'embrasse évidemment l'Ibis de Tours. Et bien, à l'issue de ces championnats du monde, les ventes de cibles ont explosé en France. Vous avez des chiffres dans un article du Parisien du 9 janvier 2026. Je vais vous donner quelques éléments. Tac. On a quoi ? Ouais, c'est ça. Du côté du géant Decathlon, on confirme également une réelle augmentation des ventes de cibles. Le début d'année confirme un véritable changement de dimension pour les fléchettes. Nous observons cette dynamique dans presque toute l'Europe. Les consommateurs s'orientent clairement vers la pratique traditionnelle, même si la fléchette loisir reste très populaire. Cette tendance se traduit par une croissance à 2 chiffres par rapport à 2024, en France comme dans 90% de nos pays européens. Donc, je pensais qu'il y avait une donnée peut-être un petit peu plus précise, mais non, bon, ça augmente. Voilà, on nous dit que ça augmente. La pratique se développe un petit peu partout en France. Vous avez également cet article-là d'RMC Sport que je vous ai trouvé. Comment la France veut émerger dans le monde des fléchettes. Et il y a un événement qui s'est mis en place du côté de Caen, chez nos amis normands. Et clairement, l'objectif était de reprendre ce qui se faisait ce qui se fait en Grande-Bretagne, regardez, 1 an plus tard, l'événement s'apprête donc à avoir lieu au Palais des Expos de Caen. Les quelques 12 000 m² sont aménagés pour accueillir les 1600 matchs du tournoi amateur, les 5000 spectateurs ainsi que la scène d'exhibition. Grâce au contact de Thibaut Tricol, on en parlera bientôt, on a ramené 3 joueurs anglais classés dans le top 20. C'est dingue de voir des joueurs de cette envergure sur un événement en France, sourit l'organisateur. Notre champion français, on en parlait il y a quelques instants, c'est un certain Thibaut Tricol qui était présent à la dernière édition du championnat du monde. On a BFM TV qui avait fait un petit reportage sur lui, si jamais, parce que nos régions ont du talent. On a un Français qui bricole en fléchette, regardez, c'est lui. Contrainte en fait qu'un athlète de haut niveau. Quand on voit l'ambiance qu'il y a dans les salles, notamment en Angleterre, etc., pendant les championnats du monde, je pense que ça plaît. En décembre dernier, les championnats du monde de fléchettes ont rassemblé pas moins de 18 millions de téléspectateurs. Ce buzz médiatique autour des fléchettes a poussé des milliers de Français à s'y mettre aussi. Alors comment les fléchettes sont-elles passées de ça à ça? Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré le seul joueur de fléchettes professionnel de France. Quand on voit le physique des joueurs, je veux dire, tout le monde a sa chance. Et je suis aussi allée voir comment ça se passait dans le... Voilà, donc vous pourrez regarder, je vous mets le document en source si vous voulez regarder un peu plus longuement ce reportage de BFM TV, mais on a une vraie tendance. On avance là-dessus parce que je pense vraiment que ça veut dire quelque chose et je voulais vous partager ces réflexions dans quelques minutes. Mais pour comprendre l'engouement et l'ambiance de folie, parce que là, je sais ce que tu te dis, Dimitri. Il y en a certains d'entre vous qui se disent « Attends, Rémi, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On est vraiment là, à l'heure actuelle, de parler de fléchettes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Mais c'est ça le Juste Bistrot. Si vous comprenez pas pourquoi on parle de ça, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit parce que parfois, il faut parler d'autre chose. Écoutez, donc c'est un truc de dingue. Et
pour vous montrer l'ambiance du truc. Donc, championnat du monde, il y a une compilation des entrées des joueurs. Parce que je vous le disais, ça reprend vraiment les codes du foot dans les grands stades, du rugby avec des grosses ambiances. Et chaque joueur est un personnage. Comme je vous disais, un joueur qui incarne quelque chose. Regardez l'ambiance pour les entrées des joueurs. Alors, c'est très britannique, hein, soyons clairs, mais ça fout quand même les frissons et tu te dis, ah ouais, 6000, 7000, 8000 spectateurs dans des endroits comme ça, c'est plus un sport confidentiel de bistrot. On a lui qui me plaît bien aussi, regardez. Regardez cette folie, quoi, cette véritable folie. Alors, une ambiance de dingue, effectivement, qui rappelle un peu plus les entrées des catcheurs, des boxeurs. On a eu Zombie de The Cranberries, on a Don't Look Back in Anger de Oasis, et mon préféré, je vous le dis, mon préféré dans cette compilation d'entrées que j'ai dégusté avec plaisir, je vous l'ai dit, c'est très britannique et très anglais. Et le championnat du monde a lieu en Angleterre. Et là, on a un candidat écossais, un fléchettiste écossais, qui déboule. Déjà, regardez, vous allez voir la tête du mec. Tu te dis, il a dû être vigile dans un pub. C'est un Écossais et il déboule sur de la cornemuse en Angleterre en jouant Flower of Scotland en Angleterre. Ça me régale. Voilà. Le mec doit faire 150 bars, débouler sur du Flower of Scotland avec la légère hostilité entre Écossais et Anglais. C'est du miel, ça m'a régalé. Alors, pour avancer un petit peu, le monde des fléchettes aujourd'hui en plein essor, je vous le disais, qui voilà a complètement sorti cette discipline des pubs, et encore que, on y reviendra à la fin de cette vidéo, aujourd'hui ce monde des fléchettes se prend de passion pour un petit génie qui ferait passer Mbappé pour une pompe à vélo, et ça tombe bien parce que c'est une pompe à vélo. C'est cet homme, un Anglais du nom de Luke Littler, et vous allez voir, je vais vous dire que ce mec est actuellement le meilleur joueur du monde, le top du top du top du top. Et bien regardez à quoi il ressemble. Voilà. Et encore plus surprenant, il a 18 ans. Ce que vous venez de voir, l'homme que vous venez de voir a 18 ans, 3 fois champion du monde désormais. Et c'est vraiment un crack absolu. Un crack absolu. Il est né le 21 janvier 2007. Alors, Luke Littler, attention, voilà, Littler, rien à voir avec l'homme qui a révolutionné l'histoire de la moustache. Ça s'écrit L-I-T-L-E-R. Voilà. Je ne veux pas de blague à ce niveau-là. Luke Littler, né le 21 janvier 2007. Première participation Coupe du Monde, enfin Championnat du Monde 2024. Il est alors 164e mondial et il élimine en demi-finale le champion du monde en titre, Rob Cross. Il perd finalement en finale contre un certain Luke Humphries, là encore en anglais. Ensuite, champion du monde en 2025, champion du monde cette année, donc là, tout début 2026, face au néerlandais Jan van Veen, 23 ans, qui est un autre crack. Et Luke Littler, c'est le champion sportif comme on aime. C'est un mec qui est grande gueule, qui branche, qui est provocateur. Il y a eu une polémique cette année dans les championnats du monde parce que sur un match, le public l'avait un peu trop sifflé. Et Luke Littler avait déclaré, regardez, ce sont eux qui ont payé les billets et qui financent en grande partie nos prize money. Alors non, je ne regrette rien. Dans les matchs qu'on suivit, il s'est fait crépir par le public, mais il est tellement fort que tout le monde à un moment donné, voilà, c'est abaissé, c'est agenouillé devant lui. Alors, bref, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous faire l'histoire des fléchettes, je ne suis pas un grand connaisseur, je trouve ça très intéressant, j'ai trouvé ça très prenant à regarder, et je trouve aussi que ça veut dire quelque chose. Et c'est là où tous ceux qui regardent cette vidéo en se disant « mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ?» Eh bien, c'est là
qu'on va essayer de s'ouvrir un peu, s'ouvrir le cerveau, parce que, vous le savez, c'est le nouveau virage 2026. J'ai envie de vous parler de plein de choses, et on peut arriver à des réflexions éclairantes sans parler tout le temps de Macron qui est un vilain, ou des histoires de Trump, ou je ne sais quoi. Il y a plein d'autres sujets dans le monde, et ça nous maintient, on va dire, lucides, que de s'intéresser à d'autres choses. Alors, cette histoire des fléchettes, ça me plaît déjà pour une raison, c'est que c'est l'un des rares sports qui vient du monde ouvrier. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a à la télé, on a beaucoup de tennis, on a beaucoup de golf, on a beaucoup d'équitation, enfin non pas moins d'équitation, faut pas déconner, on en a surtout au JO. On a des disciplines qui pour la plupart sont issues du monde bourgeois et donc sont pratiquées par des bourgeois. Et je trouve que les fléchettes, enfin, je sais pas, je trouve d'ailleurs, c'est un sport qui provient directement du monde ouvrier. Parce que oui, les fléchettes, c'est la cible dans les pubs, évidemment, les bières, les copains, des gros ventres, et on est parti pour du plaisir. Alors, pour la petite histoire, la pratique des fléchettes, cette discipline, a à peu près toujours eu lieu dans les tavernes, dans les bars, sauf au Moyen-Âge où, c'est la légende historique, les fléchettes seraient apparues alors que des soldats anglais cherchaient à s'entraîner au tir avec des flèches raccourcies. Raccourci des flèches pour s'entraîner. On raconte que la fléchette est née comme ça, la pratique des fléchettes est née comme ça. Et petit à petit, cette pratique a migré dans les tavernes, et ce qui a donné, c'était avec des cibles en fût de vin d'ailleurs à l'époque, et ce qui a donné aujourd'hui nos fléchettes dans les pubs anglais, les pubs irlandais, comme on connaît, comme il y en a partout dans le monde en vérité, et beaucoup en France également. Donc, d'ailleurs, pour la petite parenthèse, parce que comme je vous disais, on n'est jamais loin de l'actualité, je vous parle de plein de choses, mais on reste autour de l'actualité. Pour la petite parenthèse, sachez que les pubs sont menacés actuellement en Angleterre. C'est tout à fait récent, ça fait 3-4 jours. Il y a eu une décision qui a été prise du côté du gouvernement britannique. Je profite de ce sujet pour vous parler de ça. Le gouvernement britannique veut abaisser le taux d'alcool maximum au volant. Et en Angleterre, il y a une immense mobilisation qui est en train de se faire pour sauver les pubs de campagne, parce que, comme dans beaucoup de pays occidentaux, tout est fait pour que les gens aillent vers les grandes villes, mais il y a encore des gens qui vivent dans la campagne. Excusez-les de ne pas vouloir être dans ce mode de vie urbain. Et pour les gens qui habitent à la campagne, aller au pub, souvent, ça veut dire prendre la voiture. Donc, c'est évidemment pas une raison pour se marbrer la gueule, mais si vous dites à ces gens-là, on baisse les taux d'alcoolémie, de fait, ça va entraîner moins de fréquentation dans les pubs. Donc, il y a des milliers de pubs aujourd'hui qui sont menacés en Angleterre. Il y a une vraie mobilisation qui est en train de prendre. Je vous mets un extrait de ce petit reportage de BFM TV qu'on a parlé il y a quelques jours, et c'est un sujet qui touche directement les citoyens britanniques, les citoyens anglais, et ceux qui vivent dans... on a la France périphérique, l'Angleterre périphérique. C'est un vrai sujet sociétal qui est en train de se poser en Angleterre. Regardez, ça c'était BFM il y a quelques jours. Pour rejoindre le Dew Drop-In, il faut emprunter cette petite route de campagne. Pas de gare, pas de bus, ici les clients viennent généralement en voiture. La même pinte, s'il vous plaît. Comme beaucoup de pubs ruraux, celui-ci est directement visé par un nouveau projet de loi. Le gouvernement veut abaisser le taux d'alcool aux mesures qui divisent les clients. C'est absurde, ça va tuer les pubs de campagne. On ne meurt pas à cause de quelqu'un qui a bu 1 ou 2 pintes. Les accidents, ce sont des gens qui ont bu 6 ou 8 pintes. J'ai bu une Guinness sans alcool et c'était très bien. Je serais même favorable à un seuil à 0, comme dans certains pays d'Europe de l'Est. Oh putain, on dirait un macroniste en Angleterre, quoi. Ah, je peux pas le blairer, lui. Marius Pretorius est propriétaire de ce pub depuis seulement 2 ans, et pour lui, c'est un nouveau coup dur. On fait déjà face à de plus en plus de difficultés, le coût de la vie, les factures d'énergie. La liste est longue et cette réforme vient s'ajouter à tout le reste en rendant les choses encore plus compliquées. L'an dernier, près de 300 personnes sont mortes sur les routes à cause de l'alcool au volant. Mais la presse conservatrice dénonce une mesure contre-productive et lance une campagne pour sauver les pubs. Voilà, donc ça c'est un vrai débat de société qui est en train de se poser du côté de l'Angleterre. On en reparlera, mais voilà, je profite de ce sujet pour les fléchettes pour vous parler de ce qui se passe en Angleterre sur la question des pubs. Donc, retour à notre sujet initial. Cette pratique des fléchettes s'est depuis institutionnalisée. Il y a eu la fédération Professional Darts. Darts, c'est le mot en anglais. Voilà, Corporation qui a été créée en 1992 et
ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est que on parle d'une pratique, alors évidemment, j'entends déjà les sportifs du dimanche, amateurs de Strava et autres performances instagrammables, nous dire « Oui, mais c'est pas du sport, parce qu'on transpire pas, parce que machin, parce que bidule ». C'est l'éternel débat. Pour faire du sport, faut-il soulever des pneus de tracteur ? Est-ce que le ping-pong est un sport ? Certains considèrent que non. Est-ce que les fléchettes sont un sport ? Est-ce que le bowling est un sport ? C'est l'éternel débat que je ne réglerai pas ici. Je pars du principe que, et c'est en regardant d'ailleurs les fléchettes que je me suis dit, quand même, il faut un niveau de concentration assez extraordinaire, de maîtrise de son corps pour réussir à performer. Et donc, on a l'idéal de la performance à travers les fléchettes. Est-ce que pour faire du sport, il faut transpirer, il faut taper dans quelqu'un, il faut prendre un ballon et faire quelque chose ? Est-ce que la pétanque aussi est un sport ? C'est un débat et chacun a son point de vue. Dites en commentaire, bien sûr, ce que vous en pensez. Moi, j'ai été assez impressionné par la maîtrise, en fait, des joueurs, la capacité à répéter un geste d'une précision assez folle. Et je trouve qu'en cela, il y a quelque chose de l'ordre de la performance, du dépassement, du duel, qui est au centre de toute pratique sportive. Donc, à titre personnel, je considère que c'est un sport. Mais surtout, ce qui me plaît dans les fléchettes, et profondément, la raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est que on se retrouve avec, comme rarement, on se retrouve avec un sport pratiqué par des monsieur et madame tout le monde. Beaucoup plus de monsieur. On va être très clair, dans les derniers championnats du monde, il n'y avait que 6 femmes, si j'ai pas de conneries. Cette identification à monsieur tout le monde, je trouve que c'est trop rare à notre époque. Alors bien sûr, le sport s'accompagne d'un modèle presque esthétique, d'un modèle presque de fantasme. On fantasme le sportif comme un demi-dieu. C'est vieux comme le monde. En Grèce antique, c'était déjà ça. Le Panthéon, par exemple, était destiné à des guerriers, mais aussi des sportifs qui avaient gagné des Jeux Olympiques à l'époque de la Grèce antique. Et certains sportifs avaient une retraite dorée et allaient au Panthéon. Donc ça devenait, si vous voulez, des sortes de légendes dans la cité avec un C majuscule. Et ils avaient une retraite dorée, ils étaient adulés par toute la population. Et le modèle du sportif est aussi né comme ça. C'est-à-dire que c'était des personnes qui, de par leurs résultats sportifs, leur victoire aux Jeux Olympiques, arrivaient au rang de quasi demi-dieu, presque de surhomme, disons-le. Et donc, l'idéal du sportif, on l'a toujours conçu comme ça. On l'a conçu au rapport au corps, à la performance, au fait d'être supérieur aux autres par rapport à votre performance, grâce à votre performance. En cela aussi, je trouve d'ailleurs que les fléchettes sont un sport. Mais ce que je trouve chouette, c'est que cet idéal de performance, ce culte du corps qu'on ne peut pas dissocier de la pratique sportive, c'est accompagné à l'ère moderne, pas seulement, on va pas refaire le chapitre, les réseaux sociaux, les smartphones, ça on a compris, mais à l'ère moderne, on a peut-être ce rapport au corps qui s'est accéléré, qui s'est précisé. On peut prendre l'exemple du rugby. Vous prenez les corps des rugbyman, on a des modèles assez différents. Alors en termes de puissance et de force pure, la question n'est pas là, parce qu'on reste sur des Golgoths qui tapent dans des Golgoths. Mais regardez un match de rugby des années même 2000, au début des années 2000, vous avez des physiques qui n'ont rien à voir avec les mecs d'aujourd'hui. Vous comparez feu Christophe Dominici, on a une pensée pour lui évidemment, et Antoine Dupont, vous avez deux physiques qui ne sont vraiment pas les mêmes. Et globalement, on a vu une évolution du corps, où aujourd'hui on a un corps plus esthétique. Alors, est-ce qu'il est rendu esthétique par une augmentation de la performance, en tout cas de la recherche de performance, une optimisation des méthodes de musculation, de préparation du corps à la performance, mais vous pouvez prendre le foot aussi de manière plus populaire. Le foot, on a vu une évolution des physiques, une évolution des gabarits. Et je trouve que de plus en plus, la question du rapport au corps s'est immiscée dans le sport et a pris la place de la question déjà du bien-être, qui est une question très importante dans le sport. On peut aussi faire du sport pour se sentir bien. Il n'y a pas besoin d'être Usain Bolt. Vous pouvez mettre votre short et aller courir le dimanche matin et c'est très bien comme ça. La question du bien-être en premier lieu, la question de la performance est devenue assez pénible. Aujourd'hui, on se compare sur les applications, il faut être meilleur que le voisin alors que les deux, on est des tanches et qu'on ne sait pas mettre un pied devant l'autre, mais la performance est rentrée dans le quotidien de monsieur et madame tout le monde. Et puis le rapport au corps. Évidemment, je ne vous fais pas un dessin là-dessus, un rapport au corps qui pourrit les jeunes générations, où on voit maintenant des adolescents dont le corps n'a pas fini de croître, on voit déjà ces jeunes-là dans les salles de musculation. Bref. Donc, ce que j'aime profondément, mais sans déconner, avec les fléchettes, c'est que on revient à un sport de monsieur et madame tout le monde. C'est qu'on peut s'identifier à ces sportifs sans pour autant chercher à se changer, chercher à leur ressembler, donc à changer notre identité à nous.
Aujourd'hui, un jeune qui veut faire du foot comme Mbappé, il va falloir qu'il soit esthétique, tu vois, le modèle. Je trouve que c'est pas le même modèle entre Zidane et Mbappé. Sur l'image que ça donne, l'image que ça renvoie, Mbappé, on est dans le star system. On n'est plus dans la seule capacité à jouer au foot et à avoir des bons résultats. On commence à rentrer dans un sportif qui incarne plus qu'un sportif. Je dirais, Mbappé, c'est Martin Luther King avec des protèges tibias, tu vois. Là, avec les fléchettes, ce que j'ai trouvé génial, c'est que tu vois arriver sur scène des individus qui brisent complètement le rapport qu'on a au sport. Aujourd'hui, un sportif, à quelques rares exceptions près, on peut penser au sumo, par exemple, qui est un sport d'une rudesse folle, mais bon, effectivement, les gabarits, tu te dis, ils doivent être meilleurs au buffet illimité qu'à la salle de muscu. Et pourtant, les sumo ont une hygiène de vie assez incroyable. Il y a un rythme de travail sportif qui est assez incroyable. Et qui, eux aussi, d'ailleurs, sont considérés comme des demi-dieux dans la société japonaise. Donc, on retrouve ce qu'on disait chez nos amis grecs. Donc, ce que je trouve assez incroyable avec les fléchettes, c'est qu'on revient à un rapport beaucoup plus sobre au sport. Tu vois débouler des mecs où tu te dis, ce sont les meilleurs des meilleurs, c'est la finale des championnats du monde. Tu te dis, il va y avoir deux mecs taillés, enfin deux sportifs taillés, prêts à la performance sportive comme on l'entend aujourd'hui. Et pas du tout, pas du tout. Tu vois Luke Littler qui déboule, qui a un bidon d'un personnage de 60 ans qui s'est enclumé 7 millions d'hectolitres de Guinness dans sa vie, et tu te dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette blague ? De prime abord, si t'as envie d'avoir un regard un peu vilain sur le sport, tu dis, attendez, c'est quoi ces mecs avec du bide, c'est pas des sportifs. Et là, tu te laisses happer par la performance pure. Et tu te dis, mais attends, comment ils arrivent à répéter et répéter et répéter ces gestes d'une précision rare. Donc, vraiment, ça m'a marqué. J'ai trouvé ça plaisant de renouer avec un rapport au sport où la question du physique, la question de l'hygiène de vie, de la surexigence, de l'optimisation de la préparation, la question du modèle qui est donné, en fait, là, on a juste du sport avec des gens qui performent, on apprécie le spectacle, et ce sont des stars. Je veux dire, je vous dirais pas ça si les fléchettes étaient reléguées encore aujourd'hui au statut de sport vraiment confidentiel, où on joue que dans les pubs et c'est filmé avec des smartphones. Là aujourd'hui, tu as des salles de 7000, 8000, 9000 personnes, des joueurs qui sont adulés, qui sont adorés par des centaines de milliers de gens à travers le monde. On a eu un concurrent indien cette année à la Coupe du Monde, il y a des concurrents du monde entier. Notre ami français Thibaut Tricol, enfin, je trouve ça assez extraordinaire. Et la fin de l'analyse que je voulais vous proposer, et ce qui me plaît encore plus, pour vous dire les raisons profondes et sincères de ma passion naissante, on va dire, c'est aussi le fait que ce côté Monsieur Tout-le-Monde, il soit vrai. Il soit vrai parce que, là encore, différence importante, avec les sports très populaires comme le foot, le rugby, la Formule 1, tout ce que vous voulez, c'est que dans ces sports-là, très populaires, aujourd'hui, l'exigence de performance est telle, et le business est tel, que on va recruter les sportifs dès le plus jeune âge. On va les configurer, comme si le corps était une machine, et on va prendre ce corps le plus tôt possible pour le configurer à la performance. Regardez aujourd'hui dans le monde du foot, vous avez des jeunes, des enfants, qui sont recrutés à 12, 13, 14 ans par les plus grands clubs, pratique qui est de plus en plus encadrée parce qu'évidemment elle est dangereuse voire illégale, mais vous avez des sportifs qui sont configurés, qui sont préparés à être performants. Dans le cyclisme, on a en ce moment un jeune comme Paul Sexas qui explose, qui est un super jeune, on a beaucoup d'espoir dans le vélo avec lui, qui est français, Cocorico. C'est un mec, tu regardes sa carrière, il a été préparé à la performance. Et là, ce que je trouve aussi génial dans les fléchettes, c'est que on a ce que j'ai appelé, avec clin d'œil, vous avez compris le raisonnement, on a une sorte de revanche des losers. Parmi les plus gros champions qu'on a pu voir dans les championnats du monde, vous avez des vrais gens. Vous avez quelqu'un par exemple comme Ryan Searle. Donc c'est un mec, lui il s'est fait éliminer en demi-finale cette année, je crois. Regardez. Alors il a une dégaine, effectivement, c'est Monsieur Tout-le-Monde, il fera pas la une de JQ, mais avant de devenir champion international de fléchettes, il était laveur de vitres. Vous avez un autre mec qui s'appelle Rob Cross, pareil, un grand champion anglais, il était électricien. Luke Humphries, qui a été champion du monde pendant les années, il est
couvreur. Enfin, il était couvreur avant d'être champion. Et je trouve que ce que j'aime aussi, en creusant, en essayant de découvrir ce milieu-là, il y a un côté revanche des losers que je trouve chouette. Là où le sport contemporain nous a habitués à la fabrication de la performance, l'optimisation, l'entrée des algorithmes dans la performance, de la technologie, et bien là aujourd'hui on se retrouve avec un monsieur tout le monde qui est un peu meilleur que les autres. Et on va lui donner les moyens. Donc, on retrouvait ces trajectoires, d'ailleurs, encore avant. Dans le rugby, on en parlait tout à l'heure, jusque dans les années 80-90, avec la professionnalisation du rugby, tous les mecs avaient un boulot à côté. C'est sûr que la disparition du monsieur tout le monde dans le sport a été causée en grande partie par la professionnalisation des sports. Le statut professionnel fait que vous pouvez faire carrière dans le sport, évidemment. Donc, il y a aussi des facteurs tout à fait logiques et cohérents, mais vous prenez le rugby jusque dans les années 90, ils avaient quasiment tous un boulot à côté. Et jusque dans des situations terribles, je crois que c'était la finale du championnat de France de 1919, si je dis pas de conneries, où l'une des équipes avait perdu les 3/4 de ses joueurs qui étaient morts dans les tranchées, qui étaient morts pendant la Première Guerre mondiale. J'avais lu un bouquin formidable sur les finales de championnat de France, finale top 14, qui s'appelait pas le top 14 à l'époque. Mais avant, les monsieur tout le monde avaient un autre métier, et parfois jusqu'au pire, jusque dans les pires conditions. Ils étaient soldats, il y avait beaucoup de mineurs qui travaillaient dans les mines et qui mouraient dans des accidents. C'était aussi la réalité du sport. Et petit à petit, tout ça évolue, et je trouve que les fléchettes nous donnent un goût de nostalgie. Voilà, un goût de nostalgie, un goût de... C'est pas que c'était mieux avant, mais je trouve que ça fait du bien de voir ces modèles-là, ces sportifs-là, et de les regarder pour ce que c'est. De pas chercher à faire les plus malins en disant oh, moi aussi avec du bide je peux boire des bières et faire des fléchettes. Et ben je trouve ça bien de contempler parfois un sport qui se fait avec des monsieur tout le monde, et on s'y retrouve pour d'autres raisons. On apprécie pour d'autres raisons, et si on commence à avoir une petite détestation de notre monde contemporain où tout rime avec le pognon, tout rime avec la surperformance, avec la surévaluation, avec la nécessité de répondre à des cadres esthétiques, des canons de performance, et ben les fléchettes nous envoient un petit message que j'ai trouvé sympa, que j'ai apprécié et que je voulais vous partager. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les copains. Vraiment un coup de cœur. Voilà, souvent on fait coup de gueule, ben là c'était un coup de cœur. Ça me plaisait de vous partager ça, parce que sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je prends vos petits messages là-dessus, dans le chat, dites-moi ce que vous en pensez. Anarchy08 qui dit mais ça aussi, la revanche des losers depuis les années 90 et l'émergence de la high-tech. Stan 822, après la majorité des footeux et des rugbyman en France ont également un métier à côté. Alors hors monde pro, oui, tout à fait. Mais comme on disait tout à l'heure, la professionnalisation a quand même mis un petit coup là-dessus. Olivier Mars 13, on peut jouer facilement même chez soi sans grand matériel, c'est très accessible et sans grandes conditions physiques non plus, alors c'est forcément populaire, surtout on peut bien boire durant les matchs, alors c'est encore mieux que les autres sports. Karim Sèche Haute-Pierre dit les championnats de billard en Angleterre est aussi excellent que les fléchettes, faut voir tous les coups de maître qu'ils réalisent, c'est du grand art, ce sont des sports très agréables à regarder. On a Totoro Darts, à mon avis là c'est quelqu'un qui pratique la fléchette, qui dit merci, merci à toi camarade, et bonne fléchette comme on dit, mais je vais m'y mettre, hein. Moi là j'ai un bar à Lausanne, je vais m'y mettre, j'ai trop envie de jouer, hein. Ça m'a donné envie de jouer. Romano 5962 qui dit si les soldats avaient tous le physique d'Antonio, t'aurais plus de guerre même désarmé, t'as pas envie de l'embêter, c'est vrai, et elle était très bon contre le Leinster, notre ami Winnie Antonio. Le fameux Joker qui dit c'est comme le premier but de la Coupe du Monde 1930, but marqué par un ouvrier français chez Peugeot, c'est vrai, première Coupe du Monde en Uruguay, voilà, ça nous rajeunit pas. Et c'est d'ailleurs, oui, c'est en 2030 qu'il y aura des matchs de la Coupe du Monde en Uruguay aussi. C'est Portugal, Espagne, Maroc, et les premiers matchs en Uruguay pour l'anniversaire, je crois. Bref. Intomac qui dit oui, mais si ça prend de l'ampleur et que ça commence à générer beaucoup d'argent, ce sport ne va pas tarder à être également vérolé comme tous les autres. C'est possible, absolument. C'est peut-être une épée de Damoclès qu'il y a au-dessus de la tête des fléchettes. Pour ça que j'avais envie de m'en émerveiller. Aujourd'hui, on verra ce que ça donnera dans quelques années. Xanax 50 000 qui dit j'aime vraiment ton analyse, demain j'achète des fléchettes, mais vous pouvez regarder, n'hésitez pas. D'ailleurs que l'équipe 21 va diffuser une compétition qui s'appelle le Big Four ou je sais pas quoi, avec les 4 meilleurs joueurs de fléchettes au monde. L'équipe 21 diffuse ça tous les jeudis.
Donc voilà, si vous voulez avoir une idée, sinon vous pouvez regarder sur YouTube. Hein. Mais j'avais une petite vidéo, attendez, je peux vous montrer, je ne l'ai pas montré. Regardez, pour vous donner une idée, l'ambiance que ça peut donner sur un coup à 9 flèches. Donc je vous disais tout à l'heure, pour faire une combinaison à 501, il faut faire 9 flèches. Voilà, 9 flèches, c'est le coup le plus court, c'est-à-dire le moins de flèches possible pour réaliser les 501 points. Regardez l'ambiance, c'est un joueur qui s'appelle Michael Smith et qui avait réalisé ce coup en finale des championnats du monde. Donc je vous laisse imaginer la pression, écoutez l'ambiance du bordel. Pour vous donner une idée de l'ambiance, c'est assez dingo. Il y a l'ami Totoro Darts, là c'est mon référent fléchette, donc là il m'a fact-checké, tout à fait raison, c'est la première ligue, la compétition dont je vous parlais, première ligue, ce sera sur l'équipe 21 et il a dit ils seront 8, c'est-à-dire que globalement j'avais tout faux, mais merci mon Totoro Darts pour la précision, merci beaucoup. Alors il y a le Geeks qui nous dit, alors je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai c'est énorme, le Geeks qui dit en Belgique c'est Alex Vizorek qui commente. Sérieux, qui commente la fléchette? Ah, je savais pas, c'est énorme. Si c'est ça, mais ils sont pas Alex Vizorek, il est chouette en plus. Kido421 dit c'était top ton analyse, étant fan aussi des fléchettes, je ne t'attendais pas là-dessus, preuve en est qu'il est bien ce juste bistrot, merci beaucoup. Mais je vous l'ai dit, en ce moment, les amis, j'ai envie de vous parler de plein d'autres choses, parce que ça me fait plus plaisir. Puis je pense que à la fois, on est tous intelligents, puis on en a tous plein le cul d'entendre ce qui va pas en France, on est au courant. Puis on se le rappelle de temps en temps, il y a la farce tranquille, je vous parle de politique de temps à autre, donc il n'y a pas de problème, tu vois. Mais c'est vrai que faire que ça, moi, ça m'a plombé la gueule à la fin de l'année. Je vous le dis très honnêtement. Donc il y a plein d'autres choses qui m'intéressent dans la vie, et j'ai envie de vous le partager. Peut-être ça vous intéressera, et c'est génial, peut-être ça vous intéressera pas, et c'est pas grave, c'est le principe de l'émission, on navigue, mais je peux pas passer mes journées à vous répéter que nos médias instrumentalisent la peur pour nous rendre fous et donc nous mettre en boucle les mêmes sujets comme une forme d'hypnose. L'année dernière, je vous ai parlé d'hypnocratie. Je peux pas avoir dénoncé tout ça et contribuer à cette hypnose. Je serais le dernier des tarés, si vous voulez, à vous dire l'hypnocratie, c'est ce qui permet de maintenir les citoyens dans un état de peur permanent et d'y contribuer en vous disant tous les jours quand même Macron c'est un dictateur. Oui, ben on le sait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez de la mémoire, j'ai de la mémoire, on est tous intelligents. Pas vous faire chier à répéter ça tous les jours. On le fait de temps en temps, parce qu'il faut, mais j'avais envie de parler de fléchettes. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Et demain, je vais vous parler de Stranger Things. Ça va pas... Alors là, ceux qui veulent entendre parler de la bite à Brigitte tous les jours, ils sont dans la merde. Parce que demain... Alors on va pas parler que de Stranger Things. Je vais vous en parler un petit peu, parce que j'ai bien aimé cette série, mais surtout je vais vous proposer une analyse encore demain, une autre analyse demain ou mercredi, mais je pense que ce sera demain sans souci. Ce sera Stranger Things Smartphone Vinyle, la victoire de la nostalgie. Voilà, demain on fera un peu de philo, on fera un peu d'actu, un peu de culture avec Stranger Things, mais pour ceux qui connaissent pas du tout, ça va peut-être vous... Enfin, Stranger Things est très proche d'autres références culturelles du genre, comme les Goonies, par exemple. On est vraiment dans ce délire-là. On peut penser à la bande des copains d'E.T., E.T. téléphone maison avec son gros doigt. On est vraiment dans ce délire-là de la culture pop qui rappelle aussi certains bouquins de Stephen King comme ça. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout le délire. Stranger Things qui fait de grosses références à MK Ultra aussi. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimé par rapport à ça sur ses premières saisons. Donc vous inquiétez pas si vous avez pas encore vu la fin de Stranger Things, je vais pas spoiler parce que c'est pas une vidéo sur Stranger Things. Je veux vous en parler pour cet angle de la nostalgie que je trouve plutôt intéressant. Je parlerai des 3 premières saisons où il y a les refs MK Ultra. Les dernières, voilà, vous inquiétez pas, j'en parlerai pas parce que le sujet n'est pas que Stranger Things. Donc pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. On a qui d'autre qui nous dit Karim Salchaud de Pierre qui dit il faudrait que tu nous fasses une émission sur tes comics que tu apprécies. Mais c'est une bonne idée ça, avec plaisir, à l'occasion avec plaisir. The On Clerico dit bien d'accord avec toi Rémi, on a plein de fiacs de tout ce bordel, ça fait du bien les fléchettes, et ben voilà. Donc voilà les amis, pour aujourd'hui 18h11, on va raccrocher les crampons. Ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui, vous l'avez le programme de demain, on ne parlera pas que de ça évidemment, j'ai d'autres petits sujets dans ma besace, mais en tout cas pour les fléchettes, voilà ce que je pouvais vous dire. Vous le savez, on continue. Ah oui, d'ailleurs, c'est cette semaine, partez pas tout de suite, malheureux. Cette semaine, premier épisode du Juste Milieu Show, vous le savez, le nouveau rendez-vous
hors YouTube. Voilà, le rendez-vous pour les plus zinzins des plus zinzins. Si vous avez envie de vous fendre la gueule, si vous avez envie de faire un doigt d'honneur à YouTube et qu'on se retrouve ailleurs, qu'on soit plus tout le temps dans cette logique. Je dis pas tout le temps parce qu'on reste sur YouTube, mais qu'on soit plus tout le temps dans cette logique de la course à la vue, à machin, à bidule, de faire attention à pas traiter les sujets qu'il faut pas traiter. Alors ça, c'est plutôt de mon côté. Eh bien, je vous donne rendez-vous sur la newsletter Juste Milieu. On vous enverra tous les 15 jours un nouveau format, ce Juste Milieu Show. Pas de limite, que de la vanne, que de la rigolade, tout ce que, voilà, comme je peux pas vraiment le faire sur le Juste Bistrot, je peux pas vraiment le faire sur YouTube, on y va plein badin comme ça, on se fait plus chier avec tout ça, ces conneries de shadowban, de machin, de bidule. Donc lien en description si vous regardez le replay sur YouTube, et puis sinon dans le chat Twitch, vous l'avez. Et puis voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour ce soir. On se retrouve demain, même heure, même endroit, 16h45 pour le Juste Bistrot. Et moi, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Passez une excellente soirée, comme d'habitude. Vive la rigolade et vive la France. À demain. À la Montana, c'est la connexion de Nel Rickson des crimes. Allez, levez vos déions, mais si pas rien crier. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi, l'épisode est cuit. C'est la connexion de Nel Rickson des crimes. Allez, levez vos déions, mais si pas rien crier. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi, l'épisode est cuit. L'épisode est cuit.